vous le voyez, ce mot qui ressort, c'est isolement. Le Covid-19 n'a fait qu'accentuer ce qui existait déjà. C'est un effet de loupe, à la fois un accélérateur qui a mis en fait en évidence ce que l'on ne voulait ni voir ni savoir. De manière à peine provocante, on pourrait dire que les personnes dites âgées et plus généralement les personnes dites qualifiées de fragiles étaient déjà en quelque sorte confinées en temps normal. Donc, rendre compte de la citoyenneté des plus âgés d'entre nous revient à interroger leur droit de citer, ce qui soulève la triple question de la spatialité, de la temporalité et des droits humains qui accompagnent les expériences du vieillir. Ce triptyque se décline différemment selon les ressources relationnelles, socioculturelles et matérielles qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une expérience vraiment hétérogène. Mais ce triptyque se décline aussi différemment selon le contexte social, en l'occurrence notre système de santé, les normes et les valeurs culturelles qui régissent les liens que la société française entretient avec ses citoyens les plus âgés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais communiquer quelques chiffres. Le grand âge correspond à une expérience essentiellement féminine. Non seulement parce que les femmes sont surreprésentées chez les plus de 80 ans, mais aussi parce que l'aide formelle et informelle se conjugue au féminin. Actuellement en France, selon la dernière enquête de l'adresse, on dénombre plus de 4 millions de proches aidants déclarés par une personne âgée de 60 ans ou plus vivant en domicile, dont plus de 60% sont des aidantes. Selon d'autres enquêtes, on est à plus de 75% d'aidantes. Quant aux professionnels de soins, sont quant à elles des femmes dans plus de 85% de cas. Alors que dans les EHPAD, 2/3 des résidents sont des résidentes. Ce qui n'est pas étonnant si l'on tient compte de l'âge moyen actuel d'entrée dans les EHPAD, 85 ans. D'après le rapport publié par l'association Les Petits Frères des Pauvres, en juin dernier, 720 000 personnes dites âgées vivant à domicile n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement. Et parmi ces personnes, 650 000 n'ont trouvé personne à qui parler. Ce dont il est question ici, c'est bel et bien l'isolement, ce qui ressort dans le nuage de mots, c'est-à-dire un déficit de contact, ce qui se différencie de la solitude. En sociologie, nous discernons 4 cercles de sociabilité: la famille, l'entourage amical, le voisinage et les associations. Sans contact avec aucun de ces cercles de sociabilité, les aînés sont placés en état de mort sociale. Notamment pour ce qui concerne les aînés vivant en domicile. Quid des autres qui vivent en institution? Le même rapport des petits frères de pauvres souligne
l'infantilisation des aînés par les décideurs politiques. Pour les protéger, on a presque enfermé des personnes qui avaient besoin de liens sociaux. On a décidé à leur place, y compris à la place des gens qui auraient pu dire « je préfère le risque de la maladie » plutôt que d'être isolé et ne pouvoir voir personne. Toute la difficulté, donc, consiste à maintenir cet équilibre fragile entre le risque pandémique et la citoyenneté. Par conséquent, la dignité de ces vieilles personnes, quelle que soit leur situation. Les réactions vis-à-vis des aînés au moment du confinement étaient des réactions d'urgence. Donc, inévitablement, pas forcément appropriées. Mais à bien y regarder, c'est un demi-siècle de non-choix politiques qui se paye au prix fort depuis mars dernier. Une perspective de sortie de crise à l'été 2021 aurait pu avoir comme effet de rassurer les aînés. Mais nous commençons à saisir qu'il n'y a rien vraiment de plus permanent que le provisoire et qu'il convient d'apprendre à vivre avec le virus. La succession d'annonces de mesures qui présagent d'un avenir incertain sont particulièrement anxiogènes. Si une partie de la population a peur de l'avenir, ne veut pas sortir ou ne veut plus sortir, et considère que ça serait vraiment dommage de mourir maintenant, si dans 10 mois c'est fini, il s'agit pour l'essentiel des plus jeunes de nos aînés, et notamment des plus jeunes qui vivent à domicile. En revanche, dans les EHPAD, la configuration ne se pose pas dans les mêmes termes. Et les premières enquêtes en cours montrent qu'il est urgent de maintenir les liens sociaux dans tous ces volets. Pour ce qui a trait aux temporalités, le pouvoir public et plus généralement la société peinent à comprendre que les aînés sont dans une temporalité différente. Pour les plus âgés d'entre nous, engagés dans un chemin de fin de vie, le temps n'a plus la même valeur. C'est le temps court qui est le plus important. Ces personnes ne se projettent pas au-delà de 2, 3, 6 mois. Et cet horizon temporel court est plutôt sombre. Ces éléments de contexte, et ça a été dit par un témoignage filmé, appellent à une réflexion sur la manière dont les mesures ont été et sont toujours annoncées, ainsi que la façon dont les médias s'en emparent. Certains aînés, notamment les plus âgés, regardent les chaînes d'information en continu, ce qui peut représenter une source d'information stressante, anxiogène. Avec la présente crise, toutes les informations sont prises comme des messages permanents qui leur répètent « attention, on ne sait plus ce que l'on va devenir ». À cette manipulation de l'enfant s'ajoute un accompagnement très défaillant de la question sociale et du bien-être psychique. C'est dont parlait Nadine à l'instant. En France, on enregistre un système de santé morcelé, cloisonné, que l'on paye à l'heure actuelle. Et c'est un enseignement majeur de cette crise. Le décloisonnement du monde sanitaire et du monde social n'est pas une option. C'est une nécessité absolue pour que l'on soit en capacité de réponse à la crise et aux autres crises ultérieures. Or,
force est de constater que l'on a oublié que la santé ne comporte pas qu'un volet médical, mais aussi psychosocial. En d'autres termes, en dehors de la prise en charge de la maladie, nous n'avons aucune structure organisée concernant le volet psychosocial. Le bien-être psychique et social n'est pas pris en compte. Et à la fois, la vieillesse, pensée comme une catégorie de politique publique, je parle, est considérée comme une maladie. Elle est imbibée par une définition médico-gestionnaire de la dépendance. Mais à bien y regarder, la perte d'autonomie au grand âge est un risque, mais ce n'est pas une fatalité. Quant à la dépendance, évaluée à travers des scores d'incapacité fonctionnelle, à partir des grilles, telles que la grille Agir, elle s'apparente à une fiction, une coquille vide. D'un point de vue, je veux dire, sociologique, nous sommes toutes et tous impliqués dans des faisceaux relationnels d'interdépendance. Et ceci à partir du moment où nous sommes nés jusqu'à notre dernier souffle. Ça veut dire que là, en filigrane, ce qui se dessine, c'est le rapport que les sociétés contemporaines, éminemment gérontophobes, et par extension thanatophobes, entretiennent avec la mort. Rejeter la mort dans le déni, c'est se montrer inhospitalier face à sa demande d'asile. C'est dénigrer l'impératif qui fonde toute vie en société. Car la mort constitue un point incontournable de notre existence et pourtant nécessairement aveugle de la culture. Aucune époque, aucune civilisation, aucune culture n'a su se résigner à ce travail. De la même façon qu'aucun monde social n'a su accueillir pleinement la mort. L'étude des pratiques sociales qui accompagnent la mort est édifiante. En cela que la place que chaque société réserve à la mort est symptomatique de la place qu'elle réserve à la vie. Il ne s'agit pas de s'y connaître, mais de s'y reconnaître. Comme ancêtre, comme descendance, comme membre d'une société faisant partie des liens sociaux qui la régissent, intergénérationnels. N'accepter de penser la mort que dans sa dimension biologique, comme une loi naturelle ou comme la conséquence du Covid, c'est persister à considérer la mort comme le contraire de la vie. C'est, autrement dit, persister à faire semblant d'ignorer qu'elle constitue la condition fondamentale de toute vie. La seule certitude que l'on ait en arrivant sur ce monde. Par ailleurs, oublier le volet social ou psychique de la santé, de la vie, la place que le lien social occupe dans le bien-être, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Prenons le cas des vieilles personnes qui vivent à domicile et qui n'ont pas pu recevoir des visites des professionnels de soins pendant le confinement. Du coup, l'aggravation de leur état de santé est de mise, mais non pas parce que ces personnes font face à des pertes fonctionnelles, mais surtout parce qu'elles font face à des pertes relationnelles. Car les visites
des professionnels de soins à domicile participent également au lien social. Ajoutons que certaines d'entre elles échappent toujours au radar de la santé, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas revenues dans les cabinets médicaux, car elles n'ont pas voulu déranger ou aller aux urgences. En parallèle, de nombreux professionnels de santé affirment avoir observé une augmentation de ce qu'on appelle le syndrome de glissement depuis le début de l'épidémie. Par syndrome de glissement, on entend une dégradation en fait, de l'état de santé avec la perte de l'envie de vivre, au point de se laisser mourir. Une bonne partie baisse les bras et les décès dus à des syndromes de glissement, et non pas à cause du Covid-19 en lui-même, se sont démultipliés depuis le premier confinement. Passons maintenant à l'épineuse question des droits humains. Interdiction de visite dans les EHPAD, isolement dans les chambres, certaines mesures de protection des personnes dites âgées ou vulnérables posent question. Début mars dernier, le droit de visite a été suspendu dans les EHPAD. Fin mars, de nouvelles directives plus strictes d'isolement des résidents dans leurs chambres furent demandées dans le but de les protéger, avant que les visites ne soient de nouveau autorisées sous condition fin avril. En quoi ces mesures nous renseignent de l'importance sociale et politique de cette pandémie? Depuis le début de la crise, toute l'inquiétude s'est focalisée sur les capacités sanitaires et la nécessité de protéger la filière de soins. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont répondu relativement vite aux alertes des services hospitaliers, et notamment des urgentistes qui disposent des relais forts, contrairement aux établissements médico-sociaux comme les EHPAD ou les foyers d'accueil spécialisés qui peinent généralement à se faire entendre. Ce retard à l'allumage illustre la difficulté de notre pays à apporter une réponse qui ne soit pas seulement hospitalo-centrée. En parallèle, les mesures sanitaires sont venues s'abattre vraiment de manière très administrative et très verticale par le haut, renforçant le sentiment de relégation et de disqualification des plus vulnérables. En contrepartie de ces mesures, il aurait été judicieux de consulter au préalable les avis des professionnels, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, des travailleuses sociales, des médecins, des infirmières, mais aussi les avis des résidentes et des résidents et ceux de leur famille. Cette attention participative aurait facilité une appropriation, un ajustement plus rapide des règles. Et il n'est jamais trop tard. On voit là aussi que selon les moyens dont disposaient les EHPAD, ce dialogue a pu se mettre en place de manière plus ou moins complète, défaillante, opérationnelle. L'interdiction des visites et le maintien dans les chambres ont été vécus comme une agression pour une partie des résidents et pour une partie non négligeable des proches aidants. Paradoxalement donc, l'épidémie a produit une forme d'impensé. Les personnes les plus vulnérables ont été laissées au bord du chemin. Et ceci a été fait au nom de leur protection. Regardons celles et ceux qui sont concernés par des troubles cognitifs. Parfois très sévères. Cette population représente 60 à 70% des résidents en EHPAD. Les mesures de confinement n'étaient et ne sont pas comprises. Elles ne peuvent que difficilement être respectées. Ce qui a eu pour effet
d'augmenter fortement leurs troubles du comportement. Nous devons mener une réflexion sur ce que signifie être confiné quand on est concerné par la démence. Alzheimer est apparenté. Mais au-delà des configurations de dégénérescence cognitive, les mesures prises dans les EHPAD s'apparentent à celles qui prévalent pour les personnes mises sous tutelle et ont généré des forts sentiments d'infantilisation, proches donc de ces sentiments qu'on enregistre chez les personnes mises en protection juridique. C'est-à-dire que les résidents ont eu le sentiment de subir un enfermement. En les qualifiant de vulnérables, les pouvoirs publics ne se sont pas rendus compte qu'ils disqualifiaient leur capacité à s'approprier les règles, la situation et à s'ajuster. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas mettre en place des mesures de protection, entendons-nous bien, mais plutôt que de les protéger, voire de les surprotéger, on aurait dû les accompagner pour les aider à bien appréhender l'importance de ces règles, en tenant compte de leurs besoins et de leur capacité à exercer leurs droits. Cet exercice de droit demeure un angle mort de l'expérience du confinement. Il est impératif donc de veiller à ne pas considérer les aînés comme des incapables, incapables de décider, incapables de comprendre, au prétexte qu'ils sont plus lents ou moins réactifs. Ce qui se joue ici, c'est un agisme qui s'ignore comme tel. C'est une forme de ségrégation qui entraîne un sentiment d'inexistence et d'inutilité. En le répétant qu'il devait être mis à distance de toute forme de relations sociales, ce qui parfois venait conditionner l'accès aux soins, nous avons généré chez les aînés le sentiment de ne plus être. Si la logique est de ne prendre aucun risque, nous devons être conscients que sa contrepartie produit misère morale et souffrance. Or, on oublie que vivre, c'est prendre des risques et que la prise de risques engage la responsabilité politique et non pas seulement individuelle. Autrement dit, l'État ne peut pas se désengager de cette mission-là. Une mission de base, garantir la citoyenneté de tout un chacun, de toute une chacune. Pour de nombreux résidents, l'environnement familial ou amical est le seul lien qui les rattache au monde extérieur. Pour de nombreux résidents, c'est leur raison essentielle de vivre. On commence à comprendre que les en priver durablement provoquent une altération tout aussi durable de leur santé. Plus que la médecine, c'est la présence humaine qui prime à ce stade ultime de la vie. Et il est important de ne pas ajouter à la souffrance, de ne pas priver de ce qui peut encore donner du sens au quotidien, à savoir le contact avec les autres, avec celles et ceux que l'on aime. Si j'entends bien la nécessité des mesures de protection, il faut toujours mettre en tension ce qui est pertinent sur le plan de la santé publique et ce qu'il est sur le plan de la santé individuelle. Une société qui oublie d'être solidaire ou qui ne respecte pas la citoyenneté et la dignité de toute vie est une société qui va droit dans le mur. Il convient donc de redoubler d'inventivité et d'humanité. Le risque avec cette crise sanitaire, c'est qu'au motif de sauver des vies, on oublie le respect de ce qui fait l'humanité
notamment pour les personnes les plus vulnérables d'entre nous, mais également pour leurs proches. Des nombreux témoignages de celles et ceux qui ont perdu leurs proches durant cette pandémie, et a fortiori à cause du Covid, ont dénoncé les conditions de la gestion de cette mort. Voir le défunt, échanger les derniers mots, facilite la séparation et évite des deuils pathologiques. Cette crise met donc en exergue la nécessité de réduire la dimension surprotectionnelle, paternaliste et très verticale des autorités à l'égard des aînés. Le vieillissement est une expérience éminemment corporelle. Nous vivons car nous corporons. Nous avons et nous sommes un corps. Et ce corps, cette expérience, ne peut pas se réduire à une série de pertes. Parce que telle n'est pas la réalité sociale. Vieillir, c'est une chance, c'est un gain, c'est une grande école qui met au centre les stratégies d'adaptation. C'est un mot qui ressort dans le nuage de points. C'est un mot qui est ressorti dans le témoignage filmé. Nous sommes donc appelés à reconsidérer la nécessité de réintroduire de la démocratie sociale et solidaire, la nécessité de faire confiance aux résidents et la nécessité de s'appuyer sur leurs avis, leurs expertises, les expertises de chacune et de chacun, des professionnels, des usagers, des proches aidants, pour favoriser le dialogue et accompagner tous les acteurs, toutes les actrices dans l'exercice de leurs droits de citoyenneté.